Comme nous l'avons toujours dit, pour nous Congolais, la République démocratique du Congo est et reste notre seul et unique bien le plus précieux au monde. Nous sommes donc fiers d'en parler, de commenter tous les faits, tous les événements majeurs qui prennent corps en RDC, surtout sous l'angle politique. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler des relations internationales, soit de la diplomatie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce programme Six Politique sur votre chaîne Six Télévision. Les relations internationales sont donc définies comme le rapport et les flux sociaux de toute nature qui traversent les frontières. Elles échappent ainsi à l'emprise d'un pouvoir étatique unique ou auquel participent les acteurs qui se rattachent à des sociétés étatiques différentes. Aujourd'hui, nous allons parler des conflits. Des conflits qui règnent entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous savez que depuis l'histoire, la RDC n'a jamais été provocatrice, car donc réputée d'être cette nation hospitalière, cette nation satisfaite de ce qu'elle est, de ce qu'elle vaut, et elle ne cherche jamais des problèmes. Mais nous notons depuis plusieurs décennies que la RDC est toujours provoquée. Les autres peuples cherchent toujours leurs intérêts sur les sols congolais. Est-ce qu'ils ont tort de le faire? Est-ce qu'il s'agit de leur stratégie politique? Est-ce que la RDC mérite, quant à elle, d'être considéré comme un grenier pourvoyeur pour l'humanité? À toutes ces questions va répondre notre invité de ce soir. C'est un Congolais, une crème intellectuelle, une élite, quelqu'un que vous connaissez fort bien. Il s'appelle Apo Ipan. Nous le recevons comme chercheur en relations internationales. Alors donc avec vous, nous allons le recevoir. Bonsoir et bienvenue Apo Ipan. Bonsoir, cher ami Benz. Merci pour l'invitation et j'en profite également pour saluer tous vos téléspectateurs qui vont sûrement nous prêter l'attention pour écouter le peu que nous pouvons apporter par rapport à vos questions. Très bien. C'est Apo Ipan que nous avons pendant plusieurs années regardé, suivi à travers ses prestations à la chaîne nationale, la RTNC. À un moment donné, on l'a connu dans un média frère dont je tais les noms. Et puis après, aux côtés de l'inspecteur général des finances, cependant, l'homme ne s'est pas débarrassé de son sentiment de défendre la République démocratique du Congo lorsqu'il le faut, surtout en tant qu'intellectuel. Alors, avec lui, nous allons parler des enjeux des relations internationales pendant la période des conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Apo Ipan, ça vous va? Oui, la thématique elle est intéressante parce que nous voulons parler d'une période où deux États ne s'entendent pas. Quelles en sont réellement les raisons et les causes? Ben ainsi, mesurons les conséquences et pour chuter à une conclusion, sinon les pistes de solutions. Et par rapport aux relations internationales, la thématique me va. Très bien. Alors, première question, ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda, peut-on l'appeler une guerre, un conflit, ou vous, en tant qu'internationaliste, vous avez un autre concept que vous nous conseillerez d'utiliser pour considérer ce qu'il y a? Très bonne question. Le Rwanda et le Congo vivent une période de tension. Les tensions qui sont justifiées par ce que je vais expliquer tantôt, qu'à chaque époque, les grandes puissances qui gèrent le monde et qui gèrent même l'Organisation des Nations Unies, nous avons proposé qu'il y ait des réformes profondes quant à cette institution internationale qui engroupe tous les États. Hélas, sûrement ça viendra un jour. Nous sommes en 1885. Conférence de Berlin. À la conférence de Berlin, l'Afrique est partagée. Par qui? Comme un gâteau alors. Par ceux qui étaient présents. On a suivi les discussions qu'il y a eu à l'époque. Les puissances de l'époque. Le pacte de Varsovie visait autre chose qui devait les réunir en cette réunion. Mais c'est en son sein qu'on va provoquer la question de l'Afrique. Et ils vont se les partager comme un gâteau.
Il y en a qui vont prendre l'Afrique du Nord, Sud, ainsi de suite, et l'Afrique du Centre. Comme il s'agit du Congo, notre héritage commun, le Congo, par ses frontières de 2000, quelques 2 millions, il ne sera pas question 2 345 000 km². Il ne sera pas question que cet espace soit pour les autochtones que nous étions à l'époque et que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. C'est que les gens ne savent pas. Pendant cette conférence, le Congo sera comme un espace commun et que tout État peut aller piser, exploiter, voire expolier ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que j'appelle un grenier pourvoyeur. Voilà. On va mettre en place, on va confier cet espace à une sentinelle, Léopold II. Il n'était qu'une sentinelle. Effectivement. Les gens parlent de l'indépendance du Congo. Il y a l'État indépendant du Congo. C'est là où on a connu notre indépendance. C'est en ce moment-là que nous avons connu notre indépendance. Sauf que les Belges ne nous ont pas laissé diriger. Ils sont restés avec leur colonisation. Il aurait fallu que ce soit le 30 juin 1960 que nous prenions déjà les affaires en main. Mais l'indépendance, on a eu à l'État indépendant du Congo. Les historiens vont en discuter si je parle en tant qu'internationaliste. Ce partage, chers journalistes, montre à suffisance que le Congo n'appartient plus aux Congolais. Une étape importante, le Congo, par rapport à sa position géostratégique, géopolitique, accuse l'envie de tout le monde. Géopolitique, le Congo est pratiquement au centre de l'Afrique. Géostratégique, c'est par rapport aux richesses dont dispose la RDC. Toutes les richesses du monde se trouvent en RDC. Il y en a que nous n'avons pas encore découvert. Et même si on les découvrait, est-ce qu'on saura les rentabiliser? On ne saura pas le gérer nous-mêmes. Je vais montrer les faiblesses de notre État. Allez-y. Alors, pendant cette période, le Congo avance avec Léopold, qui en fin de compte, vu la charge, va laisser le Congo entre les mains de la Belgique. Et en fin de compte, le 30 juin, je l'ai dit. Une histoire, un État, un espace qui est contrôlé par les grandes puissances, mais confié à la Belgique. Les anglophones, je prends Amérique, Angleterre, ont des regards sur le Congo. Les Français, la francophonie, le français, les Belges, l'Union européenne ont des regards sur le Congo. Alors que tous se retrouvent dans le G qui était 8, 12, 14, 18, etc. Ils sont là. Les Congos, c'est un grenier pour eux. Ils vont prendre Mobutu. On le prend comme un leader de l'Afrique centrale. Parce que vous avez dit quelque part dans votre introduction que nous n'avons pas provoqué les autres, c'est faux. On doit tracer l'histoire. On prend Mobutu par ses grandes puissances pour mater sur les autres États et les autres chefs d'État. Tout coup d'État en Afrique centrale était pratiquement en complicité avec Mobutu. Est-ce pour cette raison qu'on disait que sous Mobutu, on n'avait jamais connu de guerre? Oui, on ne peut pas connaître de guerre parce que Mobutu répondait aux desiderata des puissances de la communauté internationale. En ce moment-là, nous ne voyons pas. On voyait cette unité nationale. On voyait tout ce que Mobutu faisait. Mais les coups bas, nous ne le voyons pas. Mobutu affaibli, ils vont le lâcher. On lâche Mobutu. Affaibli, j'ai dit. On lâche Mobutu. Avons-nous mis quelqu'un de puissant à l'État pour que on lui confie la même responsabilité? J'ai dit non. On va prendre un nationaliste dérivé de Lumumba avec un franc-parler et par manque de diplomatie. M. Laurent Désiré Kabila. Il va faire combien de temps pour qu'on puisse le tuer? Il a tellement énervé il a tellement énervé la face internationale, la scène internationale, qui au fait, comme pas de la communauté internationale, en dehors des grandes puissances des ONG, les ONGD, qui sont toujours en complicité avec les pays. Ils ont des missions occultes ici dans notre pays. Nous ne maîtrisons pas. Mobutu Mère, Moïse arrive, on l'élimine. À qui on a donné le leadership de l'Afrique centrale? C'est ça la vraie question, chers journalistes. On l'a donné à Kagame.
Un anglophone, mais qui se fait voir à des fois comme français. N'a-t-on pas vu la francophonie avoir un secrétaire général rwandaise? Au grand étonnement. Au grand étonnement de tout le monde. Ce sont là les signaux. N'a-t-on pas vu que le génocide rwandais qui était réel, nous avons regretté cela, ce sont nos frères qu'on a tués, nos frères rwandais qu'on a tués à l'époque. Aujourd'hui, c'est un fonds de commerce pour les présidents rwandais et que tout le monde accepte. Le monde se déplace vers le Rwanda pour cela. N'a-t-on pas vu les Rwandais dénigrer, diminuer les présidents congolais au vu aussi de la communauté internationale? N'a-t-on pas vu les bombes du Rwanda atterrir pour décimer la population, pour tuer les gens? N'a-t-on pas observé le silence de la communauté internationale? À Poipani, il y a une confusion. À suivre votre raisonnement, ceux qui nous suivent certainement enregistrent une confusion. Allez-y. Actuellement, doit-on croire, ou cette communauté internationale doit croire, qu'il s'agit du Rwanda qui attaque la RDC, ou ce sont des groupes de Congolais frustrés qui s'organisent pour attaquer leur propre nation, notamment à travers les M23 qu'on ne sait pas définir, milices, rébellions, groupes armés, qu'est-ce donc? J'ai pris la réponse à la première question pour dire aux Congolais qu'aujourd'hui en Afrique centrale, les leaders c'est Kagame. Voilà pourquoi la communauté internationale ferme les yeux. Par rapport à votre première question, est-ce une guerre, un conflit? Je dis c'est une tension. Tension alimentée par la communauté internationale. Voilà. Pour revenir à votre question, je pense que les Congolais doivent comprendre une chose. Répétons encore la question. On voulait savoir de quel œil doit-on regarder les M23? Ouais. Les M23 est un mouvement rebelle. C'est un groupe de Congolais frustrés qui s'attaquent à leur pays. M23, ou réellement le Rwanda, comme on le dit. Les M23, c'est le Rwanda. C'est là où nous sommes faibles dans la communication. En période de guerre. C'est là où ton émission est intéressante. En période de guerre, il y a une guerre médiatique. Et dans la guerre médiatique, dans la communication médiatique, il faut avoir des mots justes. Il ne faut plus dire sur vos plateaux la guerre de l'Est. Nos frères de l'Est, non. Les Congolais qui meurent à l'Est de la République démocratique, à l'Est de la République, ce sont les Congolais. Donc, les M23, c'est le Rwanda. Il n'y a plus à démontrer. Quand il y a la guerre, quand il y a ces genres de jeux, de conflits, on arrête les autres, non? On capture. C'est de l'autre camp. Vice-versa. Effectivement. Mais quand vous capturez les militaires de M23, on trouve des cartes de Rwandais. Il n'y a plus de questions à poser en ce sens. Ce sont des Rwandais même, on qui trouve attaquent. aussi des insignes militaires des Congolais de l'autre côté. J'en arrive. Il faut mettre en tête que ce sont des Rwandais. Maintenant, pour camoufler, pour faire les mascarades de leur aventure, ils prennent d'autres Congolais qui ne comprennent pas qu'ils ont intérêt à protéger les propriétaires, terres, ils les mettent dans le groupe. Mais d'où proviennent les armes? Quelle est la source des armes dont dispose les M23? C'est le Rwanda. D'où proviennent les hommes? Les ressources en matériel, en argent, en personnel des M23 viennent du Rwanda. Excusez, Guterres disait que même les Nations Unies ou la MONUSCO n'avaient pas des armes aussi sophistiquées que détenaient les M23. Si les M23 sont alimentés par le Rwanda, doit-on croire que le Rwanda est la superpuissance militaire actuellement en Afrique centrale? Non, il faut faire la gymnastique intellectuelle autrement. N'oubliez pas, j'ai dit que c'est les leaders aujourd'hui en Afrique centrale. Mais on peut lui vendre des armes sophistiquées. Attention, certains croiront que vous faites l'apologie du leadership de Paul Kagame. Non, il faut éveiller les Congolais sur ça. Et c'est que vous êtes trop intelligent, que faire viendra. Mais il faut peindre un tableau réel. Il ne faut pas cacher les choses. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas amanduer quelqu'un, j'analyse. Le Rwanda achète des armes. Nous étions à une interdiction d'achat d'armes. Bien qu'on ait une dernière résolution qui facilitait l'achat des armes. On est d'accord. Mais lorsque dans l'armée congolaise, il y a des tops, pourquoi on dit FARDC au lieu de FAC? À la période de Mobutu, on avait
Force armée congolaise. Vous ne vous demandez pas pourquoi on dit FARDC, Force de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'armée congolaise. Ça, les gens ne voient pas. Parce que c'était une armée créée par la communauté internationale en tenant compte des belligérants. Roubero amène son armée avec les Rwandais, les Ougandais et les Congolais. Jean-Pierre Mbemba amène son armée avec les Ougandais et les Congolais. Niamouche amène son armée avec différentes nationalités. Que sais-je? À San City, ils vont dire on ne peut pas dénommer cette armée force armée congolaise. Non, c'est une armée de composantes. Voilà pourquoi force armée de la République démocratique du Congo. Est-ce que le Congo manque maintenant? C'est les hommes, les outils de guerre, la stratégie des guerres, ou une faiblesse congénitale, de jamais remporter des victoires? Non, il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse. Je vous ai démontré le FARDC, ce que ça veut dire. Vous ne sentez pas qu'une armée pareille peut avoir des torts? On ne parle pas des infiltrés. Le brassage a conduit que tout le monde soit dans l'armée. Les différentes nationalités soient dans notre armée. On doit le dire. C'est ce qui compose. Vous arrêtez des plans et les stratégies militaires pour attaquer l'ennemi. Est-ce que maîtrisez-vous tout le monde qui est avec vous? C'est ça la grande question. On a connu Mobutu avec une armée forte, des gens formés dans de grandes écoles militaires du monde. Ça, vous le savez. Ils sont là. Rappelez-vous des AFDEL, comment ils ont tué les militaires que Mobutu a formés. Des généraux, des colonels. C'était pas pour rien. C'est pour répondre à un complot dont on est victime aujourd'hui. Mais il y en a quelques-uns qui sont restés. L'armée n'est pas faible. Elle n'est pas infiltrée parce qu'on avait brassage. L'armée a connu une faiblesse par les brassages. En ce moment-là, lorsque le Rwanda dicte, Kagame dicte, mais Kagame a dit sur une télévision anglophone qu'il dirige le Congo du huissier jusqu'au président. Pourquoi c'est par hasard qu'il dit ça? Heureusement, avec le balai diplomatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qu'il arrive à renverser la vague, la vapeur, pour faire voir au monde que le M23, c'est le Rwanda qui attaque. Qu'en est-il à Poipan des autres voisins de la RDC? Sommes-nous en conflit seulement avec le Rwanda, ou vous pensez qu'avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, qui sont les plus cités, l'on doit aussi faire attention avec les autres voisins qui restent? On ne sait pas sentir leur menace qu'ils constituent envers le Congo, parce que la plus grande plaie fait plus mal que la petite. Cher ami Benz, quand vous regardez la position de la RDC, comme je l'ai dit, et les pays qui nous entourent, on a 9 pays limitrophes. C'est un danger permanent. Voilà pourquoi il faut de temps en temps revenir aux relations de bon voisinage avec les autres. Parce que si tout le monde a attaqué le Congo, on est déjà faible, il faut le dire. Il nous faut revoir, réformer l'armée, revoir les services de sécurité, revoir la police. Il faut des réformes profondes et que j'ai appelé par mon mémo la création d'une autre génération. Formée en catimini pour qu'un jour on puisse surprendre. Le Rwanda n'est pas fort. Le Rwanda fait peur. Quand vous dites former en catimini, ça c'est réel parce que le Congo n'a pas de secret. Il suffit qu'on concocte aujourd'hui un plan. Demain ça sort. Demain ça sort. Voilà. Les médias relayent. Le Rwanda n'est pas fort. Le Rwanda fait peur. Aujourd'hui, avec ce que nous avons comme armement, les hommes formés, si on mettait à la guerre contre le Rwanda, ça ne fera pas 2 semaines. Mais une guerre ne peut être gagnée que lorsqu'à son sein, au sein de l'armée, vous n'avez pas de top. Vous n'avez pas les gens qui peuvent dévoiler à l'extérieur les stratégies. J'entends les gens parler de l'infiltration. Donc, le voisin, on doit à tout prix sauvegarder les relations de bon voisinage. Ça, c'est important. Avec l'Ouganda, il faut les regarder manger avec des fourchettes très longues. Parce que c'est vraiment Satan. Le Burundi, j'ai vu les Congolais commencer à applaudir le Burundi. Non, ils sont tous des nilotiques. Ils ont une solidarité que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut négocier, coopérer avec eux, avec beaucoup de réserves. N'oubliez pas l'agression
de 98. Il y avait Burundi, Ouganda et le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui en train de chercher l'espace vital par la force. Le Rwanda sert de corridor pour que les richesses congolaises passent et soient achetées par la communauté internationale. L'an dernier en date, l'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne. Chers amis journalistes, vous savez ce qu'il vaut l'Union européenne? Tous les États sont là. Les Schengen sont là, y compris la France. J'ai vu le président jouer au foot avec Macron. Excusez-moi. Match de solidarité. Moi, je n'ai pas apprécié. Tout le monde dit le sport aujourd'hui, c'est une activité d'inclusion entre les États. En période de conflit, comme vous avez dit, il n'y a plus d'amusement. Partons de ce il n'y a plus de trucs. Vous voulez refuser, c'est ça. Laissez-moi terminer. Ça, c'est très bien. En telle période, on doit être plus coriace, plus serein, plus méchant. On fait la diplomatie agressive. Ça s'accompagne par les actes et le comportement. Et on doit être un pays de caractère. Un pays de caractère. Un pays de responsabilité. Un pays de rigueur. Un pays qui ne manque pas de mots pour démontrer à la communauté internationale que nous sommes agressés par le Rwanda. Et là, nous allons affaiblir les M23 où il y a des Congolais et les Rwandais, ils sont là. Très bien. Apoy-Pan, avant de passer à notre prochaine question, il y a une question intermédiaire que je pose à un internationaliste. Ça, c'est pour fixer ceux qui nous suivent. D'accord. Que doit-on comprendre de ce qu'on appelle la communauté internationale? Très bien. La communauté internationale est composée des États puissants et toutes les organisations internationales. Et dans la communauté internationale, un individu peut faire partie de la communauté. C'est-à-dire, lorsque les sujets posent des actes qui intéressent, qui influent sur le changement sur la scène internationale, il devient aussi un membre de la communauté internationale. Bien. Les ONG, les États, les organisations internationales, c'est ce qui constitue la communauté internationale. Mais il faut mettre un accent particulier dans la communauté internationale. Aujourd'hui, la communauté internationale est prise en otage par les grandes puissances. Il y en a qui ne contribuent pas, mais qui édictent des lois. A-t-on vu à la Cour pénale internationale convoquer un Américain? Encore moins un Rwandais. Encore moins un Rwandais? Parce que le Rwanda est soutenu et protégé. Je reviens sur le nombre de morts. Vous avez compris la communauté internationale? Bien. Le nombre de morts au Congo dépasse aujourd'hui 10 millions, 11 millions. Quelle est la réaction de la communauté internationale? Absolument rien. Mais regarde, Russie, Ukraine, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Mais les gens meurent au Congo, il n'y a pas de bruit parce que les Congolais ne sont pas au Congo. Parce que nous ne faisons pas des gens de mission. Parce que nous avons peur de parler. Parce que il y en a ceux des vrais Congolais qui facilitent la tâche à l'agresseur, qui sont complices, bref, qui sont de marionnettes, de commerçants, des généraux, ainsi de suite, sont des marionnettes. Alors, partons de cette réflexion. Donc la communauté internationale observe aussi la presse interne. Bien. Observe aussi les mouvements citoyens internes. Observe le comportement des politiques, partant du chef de l'État jusqu'au dernier huissier. La communauté internationale observe la dynamique des masses en interne. Excuse-moi d'expliquer, c'est important. Ces deux derniers points sont très importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vois les Congolais, j'ai démontré ça à la télé, notre télévision, réagir parce que Gome est parti, bravo. Là, on fait peur à la communauté internationale. Quand on tue les gens, il doit avoir notre réaction. Avons-nous la compassion? Comment nous réagissons? Quand le président rwandais prononce un discours, quel est le feedback? Comment nous réagissons? Bref, la communauté internationale, qui est représentée par les États puissants, on prend l'exemple de l'Union européenne, je termine par là. L'Union européenne signe un accord avec le Rwanda. Je vis les Congolais aller jusqu'à l'Union européenne brûler les drapeaux. J'ai félicité. Brûler les drapeaux, c'est parmi les actions qu'il faut mener. Mais qu'est-ce qu'il faut mener réellement pour décourager la communauté internationale? Pour faire peur à la communauté internationale?
toucher aux intérêts de la France, toucher aux intérêts de la Belgique, toucher aux intérêts de l'Amérique, toucher aux intérêts des Français, c'est ça la France, des Anglais, ici au Congo. Lorsque vous touchez aux intérêts, ils vont réagir, ils vont chercher des solutions. Très bien. Ça, je l'ai dit, je suis content parce que il y a certains politiques qui ont compris ça. Quand nous marchons, bon, ça fait rien, ça leur dit rien. Mais quand nous prenons des machettes, des ceci, il n'y a pas combat, hein, mais nous courons, on arrive devant l'ambassade de la Belgique, nous jetons des choses là. On touche aux intérêts. Alors, on les empêche de sortir pendant toute une journée. Ce sont des actions amenées. Je parle en tant qu'analyste. Effectivement. Partant de cette réflexion à Poipa. Oui. Alors, qui doit-on, à l'heure actuelle, indexer, considérer comme le principal ennemi de la RDC? Est-ce le Rwanda? Est-ce les puissances? Est-ce l'Occident en particulier? Ou la communauté internationale en général? Très bonne question. Par notre faiblesse aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. On laisse les chefs de l'État parler seuls. Et quand ils parlent, il y a une opposition qui contredit. Comment on va nous respecter? En période de guerre, on attaque le Congo, on n'attaque pas Félix. On attaque le Congo par sa partie Est. Donc nous sommes Congolais de l'opposition et du régime. Nous devons réagir de la même façon, par la cohésion nationale. Il y a des choses qui amènent à l'unité. Quand Léopard joue, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de la mouvance présidentielle. C'est ces comportements qu'il faut transposer lorsqu'il y a un problème sérieux comme celui de l'Est de la République, où les Congolais sont tués. Quel est le véritable ennemi du Congo? Le Congo a une multidimensionnelle des ennemis. Tout ce que vous avez cité là sont les ennemis du Congo. Je ne peux pas dire tel est le premier ennemi du Congolais, mais non. Le Rwandais Kagame. Parce que nous n'avons pas promis comme des Rwandais contre le Rwandais, non. Le président Kagame n'est que marionnette de la communauté internationale. Quand j'appelle leader, tu ne veux pas, de l'Afrique centrale, le vrai marionnette, c'est lui qui exécute les plans des Blancs. Ici, chez nous, s'appelle Kagame. Mais il en tire dividende aussi. Il en tire parce qu'il exploite. Comment imaginer que le Rwanda signe un accord des richesses dont il dispose sur son sous-sol? Mais c'est clair. Comment imaginer que le Rwanda sort premier producteur de coltan, lequel de richesses il n'a pas sous son sous-sol? Ça montre que ceux qui achètent sont des receleurs. Mais c'est la communauté internationale. Bien. Quand la communauté internationale ne se prononce pas, que dirons-nous? Ils sont ennemis du Congolais. Quand la communauté internationale expolie aussi nos richesses, il y a des corridors qui quittent le Congo vers le Rwanda. Par nos frontières qui sont poreuses. Il faut revoir encore beaucoup de choses. Le ministère de l'Intérieur que vous voyez là, cher ami, c'est un ministère de souveraineté. Il faut tout faire que ce ministère soit réellement responsable. Bien. À Poipa, plusieurs anciennes colonies s'épanouissent aussi grâce à leurs anciennes métropoles. Est-ce que la RDC peut aujourd'hui compter sur la Belgique pour voir clair sur les conflits dont il est victime, mais aussi pour en sortir la tête haute? Oui, vous avez bien préparé votre émission. Mondéa a parlé de la coopération technique belge. Je vais montrer la faiblesse qu'il y a dans cette coopération. Et notre relation est en dents de scie avec la Belgique. Je vais vous étonner. Il ne faut pas espérer la Belgique. S'il y a une colonie qui n'a pas pu aider un pays colonisé, c'est la Belgique. Oui, on nous a aidés sur le plan de l'enseignement, le français que nous parlons aujourd'hui. Moi, je tire ça à l'église catholique. Évidemment, c'est les Belges et autres. La Belgique, on ne peut pas espérer à la Belgique. Nous devons mener des marches sur les Dixit. La Russie. J'allais chuter par là. Oui, oui. La Russie, par sa position aujourd'hui, peut aider le Congo. J'aimais le langage franc du président, mais il doit aménager un peu ce langage-là avec une petite diplomatie. Il ne doit pas être trop direct, nous on a besoin de lui. Monsieur international, il sait ce que ça vaut, ce qui se passe sur la scène internationale. Prenons l'Est. La percée russe en Afrique, c'est un bouffée d'oxygène pour les pays africains. Nous devons saisir cette opportunité.
Alors, je Ça voudrais, me fait peur aux je voudrais Américains. que vous en parliez bien, orienté par ma question, parce qu'une question de ce genre avait été prévue. Ok. Aujourd'hui, nous parlons d'une coopération. Nous souhaitons une coopération avec la Russie. Pensez-vous que la Russie viendra en frère ou elle aussi cherchera les mêmes intérêts que les autres puissances recherchent et que demain, ça pourra encore constituer un problème et pour le Congo et pour certains États. Je vais vous donner une solution à la fin, si le temps nous permettra. Vaut mieux un diable que tu connais qu'un ange que tu connais pas. On connaît très mal la Russie. Non, détrompez-vous. La Russie avec Poutine montre à suffisance ce dont il a besoin en Afrique et comment il peut aider l'Afrique. C'est un diable que nous connaissons au moins. Que de travailler avec les Occidentaux, de travailler avec les Occidentaux qui sont venus uniquement pour leurs intérêts. Mais quand vous donnez un prêt, vous le remboursez à 1000%. Je vous prends un exemple, ça peut choquer ceux qui nous suivent. Et regardez, depuis quand la communauté internationale est ici, le pays, pardon, on parle même pas de la communauté internationale, les États-Unis, avec l'USAID, la France, la Belgique, CTB et autres, depuis que ces agents sont là, avons-nous un développement? Avons-nous éradiqué la pauvreté? Non. Ils viennent pour leurs intérêts. La Chine, qui était un pays tiers-mondiste avec nous à l'époque, aujourd'hui a fermé les frontières et s'est développé rapidement. Cher ami Benz, la Chine nous aide quand même. Allez au Congo-Brazzaville ici. Les routes sont construites par la Chine. Les ponts sont jetés par la Chine, par les entreprises chinoises. Chez nous, parce qu'il y a trop d'irresponsables et de voleurs, avec de petites épaisseurs comme ça. Mais la Chine est en train de construire l'Afrique. C'est dont les Occidentaux étaient incapables. Prenons la Russie aussi. Expérimentons avec la Russie. Voyons ce que ça va donner. Il ne faut pas avoir peur. Mais les Occidentaux, comme occidental, on voit les États-Unis, la France et autres, nous ne laisserons pas faire. Parce qu'ils savent qu'ils auront honte de ce qu'ils ont fait en Afrique. Ils sont venus nous tuer. Ils sont venus spolier, voler, piller nos richesses. Laissons la chance sur la Russie. Je vous dis que le Congo appartient à tout le monde. Ils viennent partager les richesses. Les présidents, l'option prise pour coopérer avec la Russie, c'est une grande option salutaire. Et j'encourage. Il y a un danger qui nous guette. Nous risquons de vouloir quelque chose et son contraire en même temps. C'est-à-dire parce qu'il y a peu, à l'appel du Conseil de sécurité, lorsqu'il fallait se prononcer entre la Russie et l'Ukraine par rapport à la guerre, vous savez que la RDC s'était prononcée contre la Russie, contrairement à d'autres États qui soit s'étaient abstenus, soit s'étaient prononcés directement en faveur de la Russie. Est-ce que la Russie ne va pas remuer, hein, je dirais, ne va pas penser à cette attitude de la RDC pour observer un comportement. Je vous donne un exemple rapidement avant d'avancer. L'Israël, on était en conflit. Un conflit qui ne disait pas son nom. Parce que le président a dit, entre un frère et un ami, le choix est clair. Lorsqu'il y avait conflit entre Israël et Égypte, vous vous rappelez? Aujourd'hui, nous sommes en bon terme avec l'Israël. Le président a rétabli la relation diplomatique avec l'Israël. S'il y aura du sérieux au niveau du ministère de l'Agriculture, qu'on nomme un agronome ou un vet, au lieu de nommer des juristes, ils deviennent comme des savants. Si on nommait quelqu'un là-bas, ils peuvent nous amener à une coopération avec l'Israël sur différents domaines, notamment l'agriculture. Ils ont développé l'agriculture. Nous allons leur donner des richesses. Voyez? Donc, dans les relations internationales, l'ami d'aujourd'hui peut devenir ennemi de demain. L'ennemi d'hier peut devenir ami d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les enjeux, tels que Ratzel le dit, tels que Machiavel le dit, dans les relations internationales, il n'y a pas ami ni ennemi, il n'y a que les intérêts. La Russie a besoin du Congo. Parce que le Congo a ce dont la Russie a besoin, a des richesses. Et en plus, pour vous satisfaire un peu par rapport à votre inquiétude, RDC aurait voté contre la Russie. Attention, il y a une dynamique dans le Conseil de sécurité. Quand on veut prendre une résolution, il y a, comment on dit, des groupes qui se réunissent. Quand vous êtes dans un groupe, tout le monde est pour ça, vous n'allez pas dire contre. Et même si vous avez dit contre, en public, vous devez se lever le doigt. C'est comme ça que ça se passe dans le Conseil de la complaisance. Non, c'est pas de complaisance. C'est la réalité dans les relations internationales. Ne prenez pas les relations internationales comme une science exacte. C'est ça la réalité dans les relations internationales. Le Congo a voté contre la Russie.
Parce qu'il y avait, même toi tu sentais un peu que c'était injuste de voir que la Russie entrait en Ukraine. Je ne souhaite pas. S'il arrivait un jour que le Rwanda prenne Goma, ce n'est qu'un exemple chez les Congolais, compatriotes. Après 10 ans, toi tu es chef de l'État. Ne vas-tu pas récupérer Goma? La communauté internationale va dire, c'est pas bien. Oh, c'est cette même communauté internationale qui cherche à couper des parties, fragiliser les États. C'est ça aussi cette mission qui dérange. Donc, pour apaiser, vous apaiser, rassurez-vous que dans les relations internationales, il n'y a pas tel antécédent qui peut brouiller les relations. Au contraire, c'est une réconciliation pourvu que ce qu'on offre soit le plus offrant à la Russie et ce que la Russie nous offre soit le plus offrant à notre intérêt. Formation des militaires, formation militaire, formation en agriculture, parce que la Russie aussi a développé l'agriculture, vous le savez. Aujourd'hui, avec la gaz, la France est en difficulté, beaucoup d'États, parce que ça provenait de la Russie. Bien que la Russie ait aussi des difficultés parce qu'il importait certains produits, ça c'est vrai. Mais on peut prendre de la Russie par la coopération beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider au développement, qui peuvent nous aider à éradiquer la pauvreté. Donc, cette histoire ne va pas déranger. Au contraire, j'insiste, c'est une réconciliation. Et la Russie, rassure-toi, bien que c'était un langage politique du président Poutine, il a dit, ils viendront aider l'Afrique, pas voler en Afrique. Ce n'est pas un danger de chercher un ami ou un allié en position de faiblesse? Qui est faible? Parce que maintenant, nous sommes en train de nous lamenter, nous sommes attaqués, nous sommes menacés. Apparemment, on ne sait à quel sein c'est voué. Alors on dit, Moutamaka Sirissi, viens, couvre-nous et fais notre bonheur. Peut-être que le temps pourrait faire défaut, j'allais te démontrer le Dixit. Les BRICS, pardon. Quelle est la force des BRICS aujourd'hui? Les Américains ont peur. On a touché à une force. Nous sommes allés chercher une force, la Russie. La Russie n'est pas faible. Mais pourquoi on n'ose pas attaquer directement la Russie? Ils ont essayé de soutenir, semblant de soutenir l'Ukraine. Où en sommes-nous? Les gens se retirent l'un après l'autre. Ils ont peur de la Russie. La Russie a l'armée nucléaire. La Russie est disposée d'une armée forte de déstabiliser surtout les pays de l'Europe là. La France ne peut pas ouvrir la bouche à la Russie, je vous informe. Bien. Voilà pourquoi les États qui se préparent. Les États qui préparent la guerre. Parce que quand on veut la paix, il faut préparer. Celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire qu'à force de chercher la paix, vous devez vous armer, avoir un armement sophistiqué, digne. Avoir des personnels formés, des militaires formés, que vous payez bien. Très bien. Vous vous occupez d'eux et de leurs femmes. Quelqu'un détourne l'argent des militaires. Mais il faut le pendre à Pongabi. En Chine, vous volez 1000 $. On vous pend. L'impunité tue. Donc la cohésion interne doit être sauvegardée pour que nous arrivions à gagner cette guerre. Nous sommes presque à la fin à Poipan. Une émission très intéressante avec des découvertes profitables à ceux qui nous suivent. Une question importante. À l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, on entendait chanter ça et là, surtout dans sa famille politique. La communauté internationale est derrière nous. Voilà. Est-ce que c'était une façon seulement de faire peur à l'ancien régime ou réellement le chef de l'État avait gagné la confiance de cette communauté internationale? Si oui, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que la même communauté internationale devienne aujourd'hui un aliment empoisonné? Mais c'est clair. La communauté internationale n'a pas d'amis. Ils ne visent que leurs intérêts. Quand vous commencez à barricader, empêcher l'exploitation des richesses, vous devenez d'office l'ennemi de la communauté internationale. Je vous ai démontré ce que c'est la communauté internationale. Comprenez ces États puissants-là. Et peut-être pour Tshisekedi aujourd'hui, effectivement, à l'époque, ils étaient avec Tshisekedi, avec l'UDPS, avec les opposants. Et pour preuve, ils ont organisé des conférences à travers le monde sous le financement de cette communauté internationale. C'est-à-dire quand on aboie, quand ils se fatiguent de quelqu'un qu'ils ont exploité, cissé jusqu'à la moelle d'épinière, ils le jettent. Kabila a marqué un moment un esprit de nationaliste. Il faut lui reconnaître ça aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas consommer. Mais à un moment donné, il a montré ça. Kabila a organisé l'élection avec les moyens propres. Il faut lui reconnaître ça.
La communauté internationale n'a pas voulu. Pourquoi la communauté internationale avait haï Kabila? Parmi tant d'autres éléments, c'est le contrat, le code minier qui a défavorisé les entreprises de cette grande puissance, les multinationales. Il lui a failli même la mort s'il n'avait pas déposé. Tshisekedi arrive, ils étaient avec Tshisekedi. Ils constatent que Tshisekedi ne change pas le code minier. Ils constatent que Tshisekedi c'est pire par rapport au nationalisme, par rapport à ses peuples, par rapport à la patrie. Vous croyez que c'est encore pour lui? C'est un changement normal. La métamorphose s'explique par le fait que le président actuel est rentré dans le même rythme de s'opposer à leurs intérêts parce qu'ils veulent l'exploiter. C'est ça au fait. J'ai cité Machiavel ici que dans le relation internationale, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis. Il n'y a que les intérêts. Quand vous touchez aux intérêts de ces gens-là, ils peuvent vous tuer comme des fourmis, ils s'en foutent. Après, à Singapour, une personne meurt. La communauté internationale fait écho, ça retentit. Mais au Congo, des milliers, personne ne dit mot. Dernière question pour clôturer cette émission. D'un côté, vous aviez reconnu que le Congo d'aujourd'hui est la résultante de la conférence de Berlin. Ouais. Vous avez reconnu que nous sommes ces greniers pourvoyeurs qui se partagent tous les jours les puissances du monde. Vous avez reconnu que le Congo a aussi provoqué à travers Mobutu, avec la main noire de la communauté internationale sur l'Afrique centrale, et vous avez reconnu que Paul Kagame actuellement est le leader marionnette de l'Afrique centrale. Au vu de tous ces aspects des choses, Apoipan, croyez-vous que le Congo finira par sortir de ce gouffre et assurer son épanouissement, sa paix, son harmonie et sa concorde? On va finir par là. Je suis optimiste. Si vous continuez à exister et à organiser de telles émissions, pas simplement avec Apoipan. Apo est doctorant, je ne suis pas encore professeur en relations internationales, mais je maîtrise la matière, j'enseigne. Mais prenez d'autres personnes mieux outillées que moi, ils existent. Prenez des Congolais qui viennent parler du Congo dans un bon sens. Le Congo changera. Retenez, cette émission sûrement est enregistrée. Gardez cette émission, le Congo changera. Le Congo sera une grande puissance pour le monde. Remède. Au vu de votre question, je dois donner des pistes de solutions. Premier élément. Que le président de la République, pas lui seul, à travers le ministère des Affaires étrangères, à travers le ministère de la Coopération internationale et intégration régionale, cherche les multinationales qui exploitent à l'Est. Ils les connaissent. Ici, j'ai dit en tant que scientifique. Avec ces multinationales, qu'on signe des accords, des traités et des contrats avec leur pays et avec ces entreprises-là. Premier élément. Mon frère, si notre autorité peut suivre cette émission, je serai le plus heureux. On doit signer des contrats, des partenariats d'exploitation de minerais à l'Est avec des multinationales qui expolient nos richesses à l'Est. Ça va affaiblir le Rwanda. Comment le faire? Soyez les plus offrants. Lorsque le Rwanda vend un lingot d'or à $8 000, nous on va vendre à 5 000. Ils vendront-ils pas? Ça s'appelle négociation. Deuxième solution. Pardon, on est dans les pistes de solutions. Pardon. Que la presse nationale change de fusil d'épaule. Qu'on parle du Congo. Qu'on ne parle pas de Tshisekedi. Tshisekedi n'est qu'un Congolais parmi tant d'autres. Là où Tshisekedi est en train de faire les balais diplomatiques, encourageons-le. Parlons mieux du Congo, de nos richesses et comment ces richesses sont exploitées. Organisons des marches dans les ambassades. Détruisons les intérêts des États-Unis, de la France, exprimons de la notre Belgique. ras-le-bol. Exprimons notre ras-le-bol face à ces gens. Lorsque quelqu'un meurt, c'est une perte de plus. Effectivement. Nous devons nous lever. On a encore tué. Comment on peut imaginer qu'on a tué des Congolais, on voit le couple comme ça, nous on regarde dans les réseaux sociaux. Non, on doit agir. Bien. Pour chuter, le président de la République doit sauver et sauvegarder la cohésion nationale. Il doit tout faire. Et dans le gouvernement qui arrive, qu'on tient compte de 26 provinces, qui évitaient des gens frustrés,
les aigris. Surtout ça. Merci. Mais pour les M23, qu'il n'y ait pas de négociation. Bien. Un autre élément de taille, on doit être muni des sciences et surtout financer suffisamment le ministère de la Recherche scientifique, parce qu'avec l'intelligence transformatrice, nous n'aurons pas nécessairement besoin de la main-d'œuvre étrangère. Messieurs et dames, merci d'avoir été fidèles à ce Six politique. Nous avons reçu Apoipan en sa qualité de chercheur en relations internationales. Restez fidèles au programme de Six Télévision et je pense nous allons nous revoir à la prochaine, certainement avec la même ambiance. Bye bye.